ordinateurs, les séquenceurs, les répondeurs, annonçaient le télécopieur, annonçaient les radiateurs, annonçaient... Lundi 25 mai 1998, plus de 200 personnes manifestent pour le salami. La mortadelle est en furie. Préparation au mariage. Après 600 heures d'entraînement, la mariée peut lancer son bouquet à 250 mètres. Et Nathalie Petrovski sur le Festival de Cannes. La croisette s'amuse, mais pas elle. Coudonc, quand est-ce qu'elle s'amuse, elle? Bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, peuple en manque de Virgin et en sevrage de Bouscotte, cessez de vous morfondre puisque ce soir, je vous offre mon fameux téléroman pour lequel on a, malheureusement pas encore trouvé de titre malgré des heures et des heures de brainstorming. On a quand même quelques bons choix, là, comme moi, Christiane F., 16 ans, droguée et croustillante, et Maureen, tu seras toujours mon bidet. Un choix difficile. L'épisode de ce soir met en scène la créature des marais, Godzilla. Bon, plusieurs croient que Godzilla est un film à grand déploiement. Oh non, non, que non. Non, Godzilla est avant tout un personnage de téléroman très populaire, toujours interprété avec brio par Angèle Coutu. On a pu le voir évoluer dans Les Moineaux et les Pinsons, où il a mangé toute la distribution, et dans Les Machos. Il y avait un tout petit rôle, il venait porter un bouquet de fleurs. Alors, l'épisode de ce soir met en scène le perfide général Brown, qui veut utiliser le monstre à des fins militaires et qui sera interprété par nul autre qu'André Ducharme. Bonsoir. Bonsoir, André. Et j'interpréterai l'écologiste Doug qui veut remettre la créature dans son milieu naturel. Alors, on commence et l'action se déroule à Montréal. Prêt? Attention, la créature arrive! La créature arrive! La créature arrive! Vite, vite, Godzilla, va-t'en, Godzilla. Godzilla, va-t'en. Va-t'en, Godzilla. Regagne la nature d'où tu viens. Ouais, c'est des beaux effets spéciaux. Oui, c'est bien fait. Honnêtement, là, je suis bouleversé. Là. Oui, moi aussi. On recommence-tu? J'aimerais ça. OK, on peut le refaire. OK. Reviens, Godzilla! Reviens! Godzilla, c'est un ordre. Anéantis le monde tout de suite. Voilà. Ah, regarde, elle revient, hein? Il suffit de l'appeler une fois qu'elle revient. Ah, je suis vraiment impressionné. Oui, c'est bien fait. On va voir si elle va... Va-t'en, maintenant! Va-t'en! Ben voilà, ça juste à l'appeler, puis elle repart. Non, c'est super facile. Aviez-vous ça dans le temps d'RBO? Non, on n'avait pas ça. Non, on avait Bruno Landry, par exemple. Ah, ben c'est presque pareil. Moi, j'ai l'impression qu'elle va revenir. Oui? Regarde. Ah, elle revient. On apprend à la connaître. C'est calme, hein? C'est comme la mer, elle part, elle Ça revient, fait été, ça fait vacances, ouais, ça fait soleil. Hey, je voulais te poser une question comme ça. Oui. Paulo, il revient-tu l'année prochaine? En fait, ça dépend de Francine. Là. Il a signé un gros contrat à Radio-Canada. Il a animé un quiz. Regarde. Ah, elle revient. Elle est repartie. Ah, j'aime ça. Non, c'est bon, finalement. Oui, Godzilla. c'est bon. bien C'est pas très épeurant, par exemple. Non. Bon, on va finir ça là, hein, je pense. Ah! OK. Alors, maintenant, qu'arrivera-t-il de Godzilla? Le général Brown parviendra-t-il à détruire l'humanité? Le bon Doug sauvera-t-il Godzilla? Autant de questions dont on se sac complètement, finalement. Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir. Ça a été une joie de travailler avec toi. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, au moment même où nous nous parlons, les grands financiers de ce monde complotent dans notre dos. Hey, je suis avec la Pologne puis le Brésil. On va-tu casser la gueule au Liban? On met tous les Chinois au chômage? Ça serait le fun, envoyez donc. Et ces messes basses me remplissent d'effroi, pour tout vous dire. Et je ne suis pas le seul. Quelques centaines d'individus ont manifesté ce matin contre la mondialisation de l'économie et l'accord multilatéral sur les investissements, ou, si vous préférez, l'AMI. Une centaine de personnes ont été appréhendées par le groupe tactique d'intervention à la suite de cette démonstration. Et Jean-René Dufort, l'homme à la petite matraque, a participé à cette manifestation baptisée Opération Salami. Je viens de la comprendre! Ami Salami, c'était comme un rapport de... Ah, excusez-moi, moi, le lundi, je suis... On regarde ce que ça fait. Ça brassait rue René-Lévesque aujourd'hui où près de 400 jeunes idéalistes dynamiques ont bloqué l'accès à la 4e conférence sur la mondialisation des économies afin de protester justement contre la mondialisation des économies. On a profité du symbole qui était la conférence de Montréal pour venir dire non, pour venir montrer au gouvernement et aux différents chefs d'entreprise qu'on est prêt à résister aussi longtemps que ça pourra durer. Personne n'a rien compris, mais c'est pas grave. Je sais cependant que le Québec est certainement le seul pays où manifestants, journalistes et policiers peuvent se procurer des popsicles pendant une émeute. J'en profitais donc pour me rafraîchir et observer cette belle folie sociale. C'est bien connu, les polices ont beaucoup moins de patience quand ils sentent que l'heure du lunch arrive. Hospitalité oblige, les membres du groupe tactique ont décidé d'inviter une centaine de manifestants à les joindre à la cafétéria du poste. Les
personnes qui sont présentes ici, qui font le blocage, ont été formées. Ils sont conscients de ce qui va leur arriver, puis ils étaient prêts à l'arrestation d'aller jusque-là. Faut avouer que la mondialisation des économies est une cause très envoûtante. Militant dans l'âme, je décidai moi aussi de manifester en m'immolant directement devant des policiers horrifiés. Rien de trop beau pour la cause. Maudit que j'haïs ça quand il y a de l'eau dans le gaz. Ici Jean-René Samplon-Dufort, à Montréal. Et on va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend encore à l'extérieur. Bonsoir, Jean-René. Est-ce qu'on m'entend, Jean-René? Pas fort, hein? On a été distrait par la personne derrière? Oui, quoi, oui, non? Je t'entendais pas, Marc. Ah, ben c'est ça, j'ai bien passé. Alors, Jean-René, finalement, ça a tourné un petit peu au vinaigre, cette affaire-là. Ça devait pas au départ. Oui, mais ça a tourné au vinaigre quand même doucement, parce que les policiers, à un moment donné, sont tannés et ont embarqué à peu près tout le monde. Il y a eu des rumeurs, c'est-à-dire 99, 160 personnes d'embarquer, mais en tout cas, à peu près tous les manifestants ont été invités à la cafétéria du poste. Bon, est-ce que vous pouvez très rapidement là, nous décrire l'accord, l'ami en question, cet accord-là, là, en quoi est-il si menaçant? Jean-René, ça va-tu? Oui, ça va très bien. OK, vous aviez envie de danser un petit peu? Ben non, c'est parce que j'espère que tu me vois toujours, même Je vous quand vois il y a une auto toujours qui très passe. bien. Hein, il y a une lentille très puissante là-dessus. C'est parce que Richard Hamel se relâche un peu. OK, bien, c'est la fête de saison. C'est notre dernière semaine, Jean-René. Oui. L'accord, donc, l'ami en question, là, c'est Oui. très menaçant parce que là, ça va être toutes les multinationales qui vont contrôler notre culture, nos soins de santé, les ressources naturelles. C'est ça qui risque d'arriver, n'est-ce Ben, pas? tu vois, c'est un tableau assez épeurant, mais ce qui est assez spécial, c'est de constater comment 200 jeunes, en faisant du sit-in devant un Sheraton, peuvent manifester contre la mondialisation de l'économie. On sent qu'il y a, entre la cause et l'effet, il y a peut-être une disproportion, là. Ben- C'est mon propos éditorial. Je veux pas imposer rien à personne, mais il me semble qu'il faudrait avoir des moyens à la hauteur de ces revendications et l'inverse. Ben oui, c'est difficile quand on parle du monde. Quoique des fois, les petites choses ont un poids immense. Oui, mais Gardez-vous. manifester contre la répression planétaire veut dire il faut faire plus qu'un sit-in. Je suis sûr que vos images vont faire le tour de la planète, C'est Jean-René. pour ça que j'ai voulu m'immoler, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, c'est notre dernière semaine. C'est difficile pour tout le monde. On vous souhaite bonne chance pour demain. Oui, je réussis jamais rien, Marc. Arrêtez donc, voyons donc. Vous posez les jalons, on fera le reste. Oui. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci. Bye-bye. On s'en va faire une petite pause. On revient avec la fin du monde en bref. Restez là. Déjà de retour. La fin du monde en bref. Après l'immense succès de la loterie Diana, de la margarine Diana et de la mort de Diana, une compagnie touristique de Londres, en Angleterre, proposera dès cet été des visites guidées à la mémoire de Diana. Vous pourrez ainsi refaire tout le parcours emprunté par son cortège funèbre, aller magasiner au magasin du père de son défunt amant Dodi, ou simplement faire le tour de toutes les places où elle a fait tata. L'annonce de ces excursions a eu l'effet d'une bombe au pays de Galles, où la population en liesse a envahi les rues et où même la reine Élisabeth II a été surprise à se secouer frénétiquement le même beau sous l'œil discret de son garde du corps. Ouais, elle se ressemble de moins en moins à la reine. Hein? Non, mais imaginez, ça aurait été drôle si ça s'était ressemblé avec la... Loin d'être démodé, le mariage effectue un retour en force. Ce que beaucoup de gens ignorent, cependant, c'est qu'avant de passer à l'église, les couples doivent se prêter à cette initiation qu'on appelle les cours de préparation au mariage. Un exemple, un homme, une femme. Appelons-les Suzanne et Sven. Donc, ce couple veut convoler. Bon, avec des accessoires, ça va être un petit peu plus clair que ça. Alors, on a Sven, on a Suzanne. Alors, ben oui, on a le budget qu'on peut, que si vous voulez. Alors, nous avons Sven, qu'on reconnaît, assez noble, très scandinave. Là, il se met Bon, à première vue, ils forment le couple parfait et tout indique qu'ils sont prêts au mariage. Mais non, le sont-ils vraiment? Suzanne porterait-elle ses culottes sur la tête si elle avait suivi un cours de préparation au mariage? La réponse dans le reportage d'Isabelle Maréchal, la catcheuse de bouquets, qui lève un voile sur ses leçons prénuptiales. Regardez! Je suis pas contre le cours de préparation au mariage. Ceux qui en veulent, allez-y, prenez-le, c'est correct. Mais moi, je veux pas. Je veux pas qu'on m'oblige non plus. Même si c'est une obligation qui est plus ou moins voilée, là... Parce que l'archevêché dit qu'ils obligent personne. Non, c'est ça, ils vont dire, on vous oblige pas, c'est sûr, mais on vous marie pas. Moi, c'est que dès que j'ai entendu cours de préparation au mariage, j'ai vraiment flashé
Je me vois avec 6-7 petits couples assis en rond sur un tapis jaune-orange, là, dans un sous-sol de sous-sol de paroisse, quelque chose, puis en train de discuter de l'amour, de Dieu. Moi, j'ai rencontré 3 prêtres. Un après l'autre, 2 curés, un vicaire. Et en fait, il n'y avait pas d'objection à ce qu'on se marie, mais eux ne l'auraient pas fait. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas faire ces cours, là, tu sais. En acceptant de s'engager dans le sacrement de mariage, le couple accepte d'être témoin de l'amour du Christ autour de lui. Alors, ça peut expliquer aussi pourquoi on attache tant d'importance à la manière de vivre la relation de couple et qu'on incite les couples à aller vivre une session pour jeter un regard sur comment on vit notre relation dans le moment. C'est au moins une fin de semaine, c'est-à-dire qu'on commence le vendredi à 7h30 jusqu'à 10h, puis on a toute la journée du samedi et du dimanche. On va faire vérifier la qualité de communication du couple, tant sur le plan verbal que sur le plan affectif, le plan sexuel. On regardera, bien, quand il arrive une difficulté dans le couple, vous autres, vous gérez ça comment? On a un fils ensemble. Il me semble que c'est le gage de notre sérieux et de notre engagement. Peut-être moyen qu'elle lui présenter le petit gars. Moi, je serais que, tu sais, je veux dire... cours de préparation au mariage. Pendant la première année, là, tous nos problèmes ont sorti. Je pense qu'il n'y a pas pire comme assurance pour savoir si un couple est capable de résister que la première année d'existence d'un enfant. Tu sais. C'est pas une garantie, un cours de préparation. Absolument pas. Puis c'est pas parce qu'un couple est passé par la préparation au mariage qu'il va mieux vivre son mariage. Ça va dépendre de la manière dont il aura vécu cette session-là. Si on s'y engage, si on profite des outils qui nous sont offerts, si ça nous permet de faire le point sur la relation, bien, tant mieux. Si je voulais marier Sophie, c'est parce que je savais ce que je voulais faire, parce que c'est avec cette fille-là que je voulais vivre. Et... Qu'est-ce qu'un cours de préparation au mariage aurait changé à ça, là? Mais qu'est-ce que le mariage aurait changé à ça? C'était juste une façon pour nous autres de réunir nos 2 familles, tous nos amis ensemble, puis dire devant tout le monde, on vous présente notre famille qu'on a formée. C'est ça qu'on voulait faire, nous autres. Puis on aurait fait ça que ça soit à l'église? Ben pour moi, c'est drôle. C'est un vieux fond de culture judéo-chrétienne, sans doute, là, mais pour moi, un mariage au palais de justice, c'est pas un vrai mariage. Puis on vient à l'église parce que c'est plus beau, il y a plus de décorum, puis... Mais c'est pas ça, le mariage à l'église. C'est comme un pas à l'avant que les couples veulent faire. Pour vous, c'est pas un gros party, c'est sérieux? Non, c'est pas juste un gros party. C'est pas un gros party. Non, je trouve ça un petit peu déprimant. Moi, vous dire, ben honnêtement, je trouve ça même très déprimant. Je suis tout à fait d'accord avec Bruno. C'est Bruno son nom? Bruno et Sophie? Ben oui, qui disait l'engagement. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui va arriver après, qu'est-ce qui pourrait arriver après, dans le pire et dans le meilleur des cas, pour me marier. Mais le fils de la famille dit que la relation avec Dieu, tout au long de notre vie de croyant, c'est une relation tripartite. Alors, quand on se marie, c'est l'homme, la femme et Dieu. Donc, le prêtre, c'est le témoin. Si vous voulez vous marier religieusement à l'Église, c'est-à-dire un mariage vraiment à l'Église catholique, il faut qu'il y ait un curé qui donne son accord. Mais ça, je suis d'accord avec l'imagerie de ça. C'est très beau, puis c'est tout à fait normal qu'on soit habité de ces images-là, puis qu'on a envie de se marier à l'Église. De toute façon, l'Église... que depuis 2000 ans, on a bien compris. C'est ça, on vit avec ce rêve-là. Ça, je peux comprendre très bien. Puis moi, si je me mariais, ça serait à l'Église aussi, probablement. Oui, mais il va falloir que vous suiviez un cours comme ça. Et je trouve ça profondément déprimant. Alors, probablement, je me marierai jamais, ou je me marierai à Venise ou en Provence, ou est-ce que c'est loin international? Oui, vous savez d'ailleurs que l'État de la Floride est à la veille de passer une loi très prochainement. C'est sorti cette semaine, comme quoi, à partir du 1er janvier prochain, les cours de préparation au mariage vont être obligatoires. My God. 4 heures seulement, alors qu'ici, c'est quand même 15 heures. Ici, là, c'est vendredi, samedi, dimanche. OK, bon, ben, mais ce que dit le fils de la famille, c'est que les couples apprennent énormément sur eux-mêmes, imaginez. Mais vous avez vu qu'ils ont l'air de s'aimer quand même, ces petits couples. Ben oui, c'est suffisant. C'est extraordinaire. C'est comme dire... Après ça, on peut magasiner. Je te dis, Isabelle Maréchal a beau dire qu'elle veut pas le mariage. Ça fait 2 topos qu'elle fait sur le mariage. Elle se promène sans cesse avec ses magazines de robes de mariée. On vient de voir une étude très fraîche là-dessus qui dit qu'effectivement, c'est un peu plus une histoire de filles qu'une histoire de gars. Et il semble que les couples au Québec cohabitent d'abord et se marient après. Bon, c'est bien ça. Mais parce que les gars sont tellement réalistes. Oui, ça va être joli. On regarde des robes pendant qu'on va à la pause et on revient avec la fin du monde des sports. Regarde, Oui. La fin du monde est à 7 heures. Il est la vedette
vedette du film Chérie, j'ai réduit le chroniqueur, c'est André Ducharme. Et les sports, bonsoir André. Bonsoir, comment ça va? Très bien, toi-même. Oui, ça va très bien. Bon, tu m'en vas ravi. Oui. As-tu regardé la course en fin de semaine? Tout à fait, Grand Prix de Monaco. Villeneuve qui est arrivé 5e. C'est comme un peu un derby de démolition, hein? Bing bang rentre dedans, tout ça. Et paraît-il qu'il a fait preuve de stratégie et il y avait des pneus à gomme dure. Et c'est pour ça qu'il aurait terminé 5e. Alors, si vous avez des rallyes cet été au bureau, là, prenez des pneus à gomme dure. Okay. Vous allez terminer 5e. Voilà. Mais là n'est pas le but de ma chronique d'aujourd'hui. Non, je te vois venir. Je me veux éducatif aujourd'hui. Bon. Parce que, tu sais, on a toujours une petite caméra qui nous montre le pilote. Tu sais, ça shake comme ça, puis on dit, mais on n'a pas de micro. On ne sait pas ce que se dit ce pilote-là, parce que moi, je suis sûr que ces gars-là, ils se parlent pendant 2h30. Tu sais, tu es tout seul dans ton char, tu te parles. C'est évident, nous autres, on se parle dans notre char. Et ce soir, tu vas nous faire Je vais vous dire, exactement, je vais recréer le Grand Prix de Monaco, tout à fait, le Grand Prix de Monaco, et je suis un pilote au moment où je te parle. Je suis sur le point de l'être. Personnage, oui, c'est ça. Je vais courir le Grand Prix de Monaco. OK, parfait. Alors, je veux que tu me donnes le signal. OK. Ben, la petite lumière, un peu Ouais, go. ça. OK, c'est parti. Attention, c'est un départ. Ah, mauditement, je me suis mélangé entre la cloche puis le break. Attention. Moi, j'ai jamais compris pourquoi une Formule 1, c'était pas automatique. Il me semble qu'au prix qui coûte ces autos-là, ils pourraient se forcer un peu. Ils sont capables de te sortir une Firefly automatique pour 15 000 puis une Formule 1, ça coûte des millions, puis ça n'a même pas de coffre à gants. Ah, wow! Caroline de Monaco! Allô? Je sais pas si ça dit que pendant qu'elle est assise dans les estrades, là, son nouveau chum, il est en train de la tromper sur le bord d'une piscine en se faisant poser par des paparazzis. Elle a un beau sourire quand même, hein? Ça doit être le Prozac. Ah ben, le char en avant qui boucane. Ah, c'est normal, c'est écrit Marlboro dessus. Ça fait du bien, une bonne blague quand on conduit un char à 300 km/h. Bon, je viens de pogner du gazon. J'haïs ça, pogner du gazon, parce que ma voix est tout le temps chef à attendre, puis quand je pogne du gazon, puis ça me chatouille dans la gorge quand je parle, puis bon, de retour sur l'asphalte, quel plaisir. Atchou! Ah, yark, dans ma vitre de casse. Ah oui, je suis mère, tasse-toi. Laisse-moi passer. Peut-être que si j'essayais en allemand, Achtung, stupidisch! Ça marche pas. Bon. Ah, il faut que j'arrête au puits pour mettre l'essence. Ça va me faire des pétropoints au moins, c'est déjà ça. Bon, une seconde, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, wow. Hey, 4 pneus et un plein d'essence en 7,4 secondes. C'est quand même mieux qu'au garage au coin de la rue chez nous. Hein. J'aurais peut-être fait 6 secondes s'il n'y avait pas eu un jour de mécanicien qui a incité pour avoir un pourboire. C'est pas évident de trouver 50 cents dans une combinaison. Hein. Voyons, qu'est-ce qui est écrit sur l'auto d'en avant, là? Hein? Faut que j'avance. Bon, si tu peux lire ceci, tu suis de trop près. Excusez. Bon! La course est finie. Ça a bien été. C'est bien beau, mais le pire s'en vient. Il va falloir que je parle à Ron Fournier. Ça, c'est bien. C'est déjà terminé? Hein? J'y étais parti. C'est beau, hein? C'était Tchekhov. C'était, oui. Je pense que oui. Je suis parti. Tchekhov. Il conduit pour quelle écurie, lui? Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir. Amuse-toi bien avec toi. Combien d'enfants, toi, André? J'en ai 2. Eh, boy, les chanceux. Merci beaucoup, André. Maintenant, à la météo, dans la série, c'est vous qui l'avez demandé. Ben, vivez avec à cette heure. C'est le météorologue amateur du jour, Monsieur El Mimo. Bonsoir, El Mimo. Mimo. Oui. Oh, Mimo. Il neige dessus. Comment ça va, Mimo? Oui, content. OK. Non, c'est quoi le truc? Ah, c'est bon! C'est le fils de Mimo qui fait pleurer du shérif. Mimo, donc, c'est vous qui avez été élu le premier amateur, le premier météorologue amateur de la semaine. On vous félicite d'une part et on est content. Alors, quel temps il va faire? Oh, un autre. Qu'est-ce que c'est? Oui, on sème. Oh, c'est quoi? Un gros qu'on plante dans la terre. Oui. Et on arrose. On arrose le gros, oui. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ah, ben... Oh, ça pousse. Ça pousse. Qu'est-ce qu'il fait? Bonsoir, non. Monsieur Peng Fai Chao. Ouais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous avez pissé de Mimo, c'est beau, ça. Oui. Vous avez un bel imaginaire, monsieur Fai Chao? Oui, ça va, oui. Oui, ça va. Monsieur Fai Chao, est-ce que c'est vous qui allez nous dire la météo ce soir? Oui. Ah, donc, Seigneur, on s'est canadienisé pas mal, monsieur Fai Chao, hein? Oui. On a le Westlac? Oui. Ouais. Alors, quel temps, donc, il va faire ce soir, cette nuit et demain, monsieur Peng Fai Chao? Oui. Cette nuit, c'est 11 degrés. À May, 22 degrés. Combien? Avec soleil. Avec 22 degrés. OK, c'est correct. OK, merci. C'est tout, ça se termine comme ça. OK, c'est tout. Merci. Bye. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un... Ah oui, nous autres, on est contents. Est-ce qu'on... Oui, attendez une minute, là. Je peux-tu vous poser une question, bâtard? OK. Est-ce qu'il va faire quand même soleil demain, M. Peng Fai Chao? Ah. Merci beaucoup, M. Fai Chao. C'est le temps qu'on a. Bye. Merci infiniment. OK, bye. On se retrouvera un petit peu plus tard. Bon été, hein, M. Fai Chao. OK, bye. Êtes-vous choqué après moi? Ouais, ben c'est ça, merci. Merci beaucoup. On s'en fait une petite pause. Je reviens avec notre rescapé de ce soir. Restez avec nous.
Festival de Cannes s'est terminé hier et à son grand bonheur, la rescapée de ce soir n'y était pas, mesdames et messieurs, la pétillante et sémillante journaliste à la presse, Nathalie Petrovski. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Marc. Alors, Nathalie, pourquoi, comme journaliste, on devrait haïr aller à Cannes? Parce que vous êtes allé 5-6 fois à peu près? Oui, je suis allée, mais j'aime toujours y aller, mais pas trop souvent. Parce que c'est un peu c'est un peu le Godzilla des festivals. Oui. Et puis, en fait, les journalistes, d'ailleurs, quand on revient de Cannes, tout le monde a une espèce de complexe de supériorité. Et ça s'explique par le fait que quand on est à Cannes, on se fait tellement traiter comme du bétail, comme des moins que rien. Il y a des gardes de sécurité partout. Il y a des Pinkerton qui font des jeux de pouvoir avec nous. Qu'une fois qu'on est sorti de là, on se sent comme supérieur. Alors, c'est toujours bien de sortir de Cannes. Maintenant, vivre les 2 semaines, ça, c'est une autre affaire. Oui, ça, c'est une autre chose. Parce que là, évidemment, vous êtes très, très séparés des vedettes. Évidemment, les vedettes ne vivent pas à Cannes. D'après ce qu'on en sait, en tout cas. Non, ils sont sur des bateaux. Enfin, ils sont dans le champ. Ils prennent des bains au champagne pendant que nous autres, on sue, on trime, on est dans la salle de rédaction. Oh, mon Dieu. On se tape des C'est films dur à vivre, plates. Et puis là, il faut qu'on se fait marcher dessus par d'autres. En tout cas, c'est l'enfer à couvrir. Cela dit, on dirait que à chaque année, quand le mois d'avril arrive, on oublie tout ça. Puis là, on rembarque sur le train pour retourner C'est ça, à comme un Cannes. accouchement, finalement. Exactement. Mais là, il reste, ça a l'air que c'est quand même le festival le plus prestigieux à couvrir et c'est quand même celui où, apparemment, il y a le festival le plus indépendant où on peut voir vraiment une cinématographie là, complète et exhaustive de ce qui se fait dans le monde, contrairement à beaucoup d'autres festivals qui deviennent de plus en plus américanisés, non? Non. Ça s'est beaucoup américanisé, Cannes aussi, mais c'est sûr que c'est le plus gros en volume. Cela dit, il paraît, par exemple, cette année que c'était extraordinaire. Ça, c'est ma mère qui m'a dit ça. Je sais pas si elle ment, elle me dit ça à chaque année. Mais il y a des années, là, même si c'est le plus gros festival, c'est super plate, il n'y a rien. Parce qu'il y a des années au cinéma où il s'est rien passé, où les cinéastes avaient absolument aucune imagination, ou enfin, pas d'inspiration. Puis il y a des années, des grandes années. Alors moi, j'étais là l'année dernière, ça a l'air que c'était une petite année, mais il paraît que cette année, c'était une très grande année. Alors, ce que ça nous donne en tant que journaliste, finalement, c'est l'occasion de voir les films 6 mois avant tout le monde. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors, quand on revient, on peut dire, ah oui, moi, je l'ai vu, j'ai vu, mais tu sais, à part de ça, là... Bon, là, il reste 20 secondes, Nathalie, même pas 10 secondes. Oui. Vous avez écrit un film qui va peut-être être produit. Allez-vous aller à Cannes avec, si jamais on vous invite? Ben, j'espère. Évidemment, c'est le rêve de tous les cinéastes d'aller à Cannes. Ben, on vous le souhaite. Bye, Nathalie. Merci beaucoup. Bye. Ne manquez pas, la chronique La fin du monde est à 7 h, tous les samedis, dans le cahier week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec.